D'abord, vous dire que c'est un grand honneur pour moi d'être ici parce qu'au fil des ans, de ce qui m'a amené aujourd'hui à être chez Demarque, mais de tout ce parcours-là, il a été très souvent présent dans mon esprit, dans le vocabulaire, dans les gens que je rencontrais, le risque. Donc, d'avoir l'occasion de m'adresser à vous ce matin, c'est un grand plaisir. Ça a été aussi un très grand plaisir de préparer cette présentation-là, de replonger dans les 25 dernières années du web. J'espère que je vais réussir à partager ce plaisir-là avec vous ce matin. J'ai commencé avec ça comme image parce que c'est mon témoin le plus symbolique de 1989, qui était l'année de la chute du mur de Berlin, et donc l'année aussi de fondation du risque. C'est dire comment il s'est passé des choses sur la scène internationale pendant cette période-là. C'est une amie qui me l'avait rapporté, elle qui était, par hasard, cette année-là, à Berlin. L'invitation à préparer la présentation de ce matin est arrivée dans un drôle de moment aussi, où j'ai reçu quasiment simultanément, quelques jours d'avis, deux invitations. Une pour souligner les 25 ans de ma graduation du secondaire, et une autre pour une rencontre des vieux de la vieille du web québécois. Ça faisait un peu beaucoup dans les mêmes semaines de réfléchir à tout ça. Donc, bientôt, nous ferons un petit get-together des vieux de la vieille. Bon, alors maintenant, à 41 ans, on fait partie de la Ligue du vieux poil. Ça m'a ramené donc à ce qui était il y a 25 ans et à mon album de finissant, où j'avais l'air de ça. Puis vous remarquerez que c'est à la dactylo que ça a été fait, cet album, avec du papier collant et tout. Sur un ordinateur qui était dans mon sous-sol qui ressemblait à ça, pas de disque dur. 2 lecteurs de disquettes, je n'ai même pas retrouvé de disquette. C'était l'époque de la pomme avec des couleurs dedans. Puis on se promenait avec des Walkman qui ressemblaient à ça. Je l'ai mis là, mais moi, j'ai eu ma frustration. Je n'en ai jamais eu de Walkman jaune comme ça. Il a fallu que j'attende plus longtemps pour m'acheter ce qui était le NEC Plus Ultra, un Discman, avec un lecteur, fait qu'il fallait se transporter nos CD en même temps que le Walkman. À cette époque-là, on se connectait à Internet avec quelque chose comme ça. On n'était pas branché en permanence. 2400 baudes, puis ça faisait un bruit de ce genre-là. Tout le monde n'entend peut-être pas, mais il fallait attendre 15-20 secondes et espérer qu'on y arrive. Mais ça permettait des choses assez fantastiques quand même, parce que 4 ans, 5 ans plus tard, ça c'est en avril 96, avec des amis, moi, je venais de finir mon enseignement, mon cours universitaire. J'enseignais dans une petite école de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Je me passionnais de l'arrivée du web. Puis j'avais plein de collègues qui me disaient « Mais le web, il n'y a rien en français, encore moins pour l'éducation. » Et comme j'ai l'habitude de répondre quand on me contredit, avec un prof de cégep avec qui j'avais travaillé et des collègues, on a monté une carte qui s'appelait « Les ressources éducatives de l'Infobourg québécois ». C'était exhaustif. Il y avait tous les sites web éducatifs francophones au Québec. Il y en avait 130, ils étaient tous là. Et pendant 1 an et demi, on a réussi à rester exhaustif, à faire une mise à jour à chaque année. Le site web était complet, il n'y en avait pas d'autres. On les avait regroupés comme on pouvait. Et cette carte-là, à l'époque, a répondu à un besoin très fort pour les gens de voir qu'Internet, c'était un réseau. Que les choses étaient reliées, qu'il y avait une existence des sites les uns avec les autres. Il s'en est vendu 10 000 cartes comme ça qui ont été mises dans les écoles primaires, secondaires, les cégeps. On en vendait, c'était la folie. Il y avait déjà des traces du risque sur cette carte-là, des sites web avec l'adresse du risque dedans. Ça, c'est un site où le prof avec qui j'avais fait ça était responsable au cégep Sainte-Foy. C'était l'époque où les pages d'accueil des commissions scolaires ressemblaient à ça, avec des numéros en clair, avec des adresses très longues. Puis c'était une époque fantastique où on pouvait même deviner le responsable du site web de l'école à partir de l'URL. Alors ici, au Belle-Rivière, c'était probablement Daniel Lemelin. C'est devenu beaucoup plus anonyme avec le temps.
C'était l'époque où on parlait de l'autoroute de l'information ou des inforoutes. Document important de 1995. On est à l'époque où il y a les tout premiers sites web gouvernementaux et où on entreprend un plan de mise en œuvre de l'autoroute de l'information. Un terme qui est disparu assez vite. Il s'agit de faire une recherche sur Google aujourd'hui pour autoroute de l'information pour réaliser que ça doit faire bien longtemps que personne n'a utilisé ça. Dans ce document-là, on parlait aussi déjà du risque. On m'a même dit qu'il y a des gens qui ont travaillé ces documents-là dans la salle. Donc, on parlait déjà que le réseau, on est en 1995, le ministère de l'Éducation, que chaque classe des écoles primaires et secondaires du Québec soit reliée d'ici 3 ans, 98, à un réseau informatique local qui soit lui-même relié au réseau québécois RISC. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais on y arrive. Et il y avait déjà la question de briser l'isolement des régions. Dès l'automne 1995, l'extension du risque à la plupart des régions du Québec sera complétée. On ne manquait pas d'ambition déjà. Tout ça se discutait à l'époque où j'étais donc à l'université. J'étais à l'Université Laval. J'ai pris quelques traces des collègues que j'avais à l'époque. Je ne les ai pas tous mis. J'ai étudié en physique à l'Université Laval, en enseignement des sciences au secondaire après. D'ailleurs, j'ai été étonné de retrouver une photo de l'Université Laval à cette époque-là, sans le Super Peps, sans le stade de soccer et sans tous les changements qui ont été faits à la faculté où j'étais. Et c'était l'époque où le web ressemblait à ça. Mosaïque 1.0. On découvrait qu'on pouvait cliquer sur un lien puis passer d'une page à l'autre. C'était extraordinaire. Je me souviens de ma première séance sur Mosaïque, tellement c'était une expérience incroyable. C'était à l'époque des Jeux olympiques de je ne sais où, et puis on allait entre les cours vérifier les résultats qui se mettaient à jour. C'était fantastique. Ça le demeure, mais on s'est habitué. Bien, mes collègues de l'époque, en 1994-95, à l'Université Laval, aujourd'hui, ils sont dans des postes. Daniel Côté, un de mes grands amis, est à la chaire de biophotonique à l'Université Laval, après être passé par Toronto, par Boston, par ainsi de suite. Et évidemment, quand je lui ai parlé que je venais faire la conférence aujourd'hui, évidemment par téléphone, par SMS, me disait que lui, sans le risque, il ne peut rien faire de ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est le cas de beaucoup de monde avec qui j'ai étudié, qu'ils soient au cégep, qu'ils soient profs à l'université, qu'ils soient dans des instituts de recherche, qu'ils soient responsables d'agents de brevets qui travaillent avec les gens que je viens de nommer. Une grande partie des gens qui ont fini l'université avec moi dépendent aujourd'hui pour leur quotidien du travail que vous avez fait depuis 25 ans. Donc, je les remercie aussi. Je vous remercie aussi en leur nom pour ce travail-là. C'est le cas pour moi aussi, même dans l'entreprise privée, parce que les partenaires avec lesquels on travaille, avec Bibliothèque et Archives nationales, avec les cégeps, avec lesquels on travaille beaucoup par les temps qui courent, bien, on travaille et on emprunte les réseaux que vous avez déployés. Alors, en 25 ans, il s'en passe bien des choses. De cette époque, 89, où vous avez fondé le risque et où on se promenait avec des appareils très gros, à cette année où c'est ma grande fille qui, à son tour, a son album de finissant, 25 ans plus tard, et où elle se promène avec un iPod dans sa poche pour accéder à tout. Et effectivement, pour le camping, c'est plus compliqué. Pour le choix d'un restaurant aussi, s'il n'y a pas de Wi-Fi, il faut qu'on vende notre projet. Mais ça, c'est 25 ans. C'est le passage d'une génération. À l'échelle d'une famille, c'est ce que ça représente. Et on est passé d'une réalité très, très différente de l'existence d'un jeune de 16 ans, où, je vous l'ai dit, notre album de finition, on l'a fait avec du papier collant, des dactylos, on a recommencé, on a tout monté ça, et où aujourd'hui, ils sont dans une génération où ils peuvent s'approvisionner à tout, copier, coller, remixer tout ça, ça pose des questions au droit d'auteur, à leurs habitudes. On est bouleversé par ça. Ils ont des outils de collaboration extraordinaires et il faut qu'on s'adapte à ça. Donc, où vous avez pris les risques à l'époque et tout le chemin que je viens de décrire rapidement, il faut maintenant marquer un nouveau point de départ puis se dire que c'est de là qu'on part pour bâtir quelque chose de nouveau. Ça, c'est à l'échelle d'une personne. Qu'est-ce que ça représente à l'échelle d'un pays maintenant? Et là, je me suis dit, il faut probablement prendre un peu plus
de distance, prendre un peu plus de perspective. Alors, je me suis demandé si, de 1989, plutôt que s'en venir vers ici, on reculait de 25 ans. Dans quoi est-ce qu'on serait? Et quand on recule de 25 ans, on se retrouve à la Révolution tranquille, 1964, un peu avant, dans tous les efforts qu'on a pu faire pour la nationalisation de l'électricité. Il y a 2 documentaires qui ont été faits par Radio-Canada, des extraits télé, vous allez retrouver facilement, et une série radio que plusieurs d'entre vous avaient dû entendre il y a quelques années. Si je pourrais toutes vous donner les adresses, si vous pouvez aller écouter l'épisode 3 sur la nationalisation de l'électricité, c'est fascinant de voir comment les conditions qui ont amené la création du risque, les motivations et celles qui motivaient à l'époque les gens qui ont fait la nationalisation de l'électricité étaient semblables. J'en ai pris quelques extraits. Certaines villes au Québec étaient sur de l'électricité à 25 cycles, alors que d'autres étaient sur 60 cycles. Ça devenait de plus en plus difficile d'avoir des appareils électriques qui fonctionnaient sur 25 cycles dans ces régions et ils étaient de plus en plus onéreux. Il fallait changer les moteurs des frigos, des appareils, machines à laver, et ainsi de suite. Et il fallait des appareils spéciaux partout, et même l'éclairage. Pour l'éclairage, il y avait des conséquences. À 25 cycles, on percevait le clignotement, l'éclairage était moins brillant. Il y a des images de tout ça, c'est fascinant de voir qu'on ait pu aller jusque-là en acceptant ces contraintes-là. Et là, il est devenu évident pour certains qu'il fallait s'attaquer à ça. Et donc, René Lévesque disait, entre autres avantages, la nationalisation abaissera la facture d'électricité d'un peu tout le monde au Québec. Au fond, pourquoi l'Abitibi, par ailleurs affligé de son malheureux 25 cycles, continuerait à payer le double de ce que ça coûte à Montréal? Et c'est aussi mauvais, sinon plus, en Gaspésie. Il n'y avait aucune coordination des réseaux. Jacques Parizeau ajoute, aujourd'hui, se rappelant à l'époque, l'urgence, c'était la mise en ordre des compagnies, le gaspillage et les développements à faire que les entreprises ne voulaient pas faire. Mais n'allez pas croire qu'on n'avait pas d'arrière-pensée. On ne savait pas très bien ce qu'on allait faire avec Hydro-Québec, mais on savait qu'on allait faire de grandes choses. N'est-ce pas qu'il y a certaines similitudes? Alors, quand je retourne dans le programme, dans le site web du programme d'aujourd'hui, je revois dans le rappel historique un groupe de visionnaires formé de représentants d'universités qui a assez le projet de se doter d'un réseau basé sur une technologie émergente, l'opportunité de bâtir un réseau qui répondait à leurs besoins spécifiques plutôt que s'en remettre à l'entreprise privée apparaissait stratégique. Pour le développement de l'éducation et de la recherche, il fallait structurer un ambitieux projet au sein d'une organisation commune. Je me dis qu'on est en terrain familier, 25 ans précédents, il y a 25 ans, et je pense qu'il faut garder cette idée aujourd'hui. Et là, ça m'a ramené encore plus en arrière à une époque que j'ai plus étudiée pour différentes raisons dans le passé, qui revient même aux sources d'où on en est arrivé à bâtir la réflexion qui nous amenait à la nationalisation de l'électricité, qui étaient les craintes du frère Marie-Victorin dans les années 20. Elle est fait que si on ne se retroussait pas les manches, le monde de la science allait échapper aux Canadiens français. Qu'il fallait qu'on soit présent de ces réalités, des enjeux et de la nécessité de se doter les moyens de participer à ce monde-là. Et si ça ne s'est pas réalisé, ces craintes-là, parce qu'aujourd'hui, on est tous là pour témoigner qu'on a réussi à répondre à cette angoisse-là qu'il avait, c'est pas parce qu'on en a seulement parlé, c'est parce que le frère Marie-Victorin et d'autres ont réussi à exprimer une vision claire de ce qu'il voyait pour le futur, une vision claire de ce qui était pour lui un Québec moderne et qui a eu l'idée d'incarner ça dans des réalités, dans des institutions importantes comme le Jardin botanique de Montréal, dans des universités, dans des outils de formation comme la Flore Laurentienne qu'on utilise encore aujourd'hui, et dans des réseaux d'apprentissage originaux comme l'ACFAS, dont il a participé à la fondation, les cercles des jeunes naturalistes qui ont aussi contribué à ce que des jeunes s'intéressent à la science à cette époque-là. Alors, je vous propose, pour les travaux d'aujourd'hui, qu'on garde à l'esprit que le risque s'inscrit dans cette démarche collective de se donner les moyens d'appréhender un monde qui change et pour lequel on a à être acteur, à être partie prenante. Et si en 1960, c'était la nationalisation qui était
le moyen de prédilection dans la réalité économique de l'époque. Ce n'est manifestement plus le cas aujourd'hui. En 2014, je vous propose que c'est l'idée de faire exister des réseaux comme forme d'organisation qui est le moyen privilégié dans notre réalité économique à nous pour inscrire ces ambitions-là dans la réalité. Et le risque a été précurseur là-dedans, commençant déjà il y a 25 ans à aborder cette question-là. Mais on fait dire un peu n'importe quoi au terme réseau. De quoi on parle quand on parle de réseau? Antidote en propose 4 définitions. Ensemble de lignes, de bandes entrecroisées, mathématiques, graphes, c'est pas ce qu'on cherche. Répartition des éléments d'une organisation ou d'une activité en différents points de l'espace. Réseau de télévision, radiophonique, de distribution, un peu, quand même. Ensemble d'ordinateurs interconnectés par les télécommunications, certes, mais c'est la partie visible de votre travail. Ou organisation clandestine répartie en plusieurs points. Peut-être, mais je ne suis pas au courant. Moi, je pense qu'il en manque une, 5e, qui correspond à votre réalité et qui est plutôt axée sur la réalité organisationnelle d'un fonctionnement distribué, même distribué, moi je préfère comme mot que décentralisé. Il s'agit de savoir que la responsabilité est distribuée en plusieurs endroits et que si un point est plus faible à un moment, d'autres vont être en mesure de prendre la relève. Et je pense que c'est sur cette réalité de distribution de la responsabilité qu'il faut qu'on s'appuie et qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, pour moi, cette idée de réseau, c'est l'idée d'avoir un espace sur lequel on peut mettre en commun des choses. On peut partager des besoins, des visions, des ambitions, où on se donne des outils pour collaborer, ce qui était un défi important il y a 25 ans, qu'il est de moins en moins, parce qu'on a des outils extraordinaires pour le faire, pour communiquer, pour partager. Mais il nous reste beaucoup à apprendre là-dessus encore. Et peut-être la génération d'ailleurs de ma fille qui sort du secondaire. Et aussi un espace de solidarité, parce qu'on sait qu'on est plus fort quand chacun des éléments de ce réseau est également plus fort. Et pour y arriver, j'ai été heureux d'entendre ça dans les discours qui ont précédé, il faut qu'on ait la capacité de partager non seulement des valeurs, mais aussi des normes de collaboration, des outils techniques, des standards. C'est pas farfelu, c'est une nécessité, comme le fait de parler des langues communes dans le passé était nécessaire pour arriver à collaborer, à faire de la diplomatie. Donc moi, je dis, le défi aujourd'hui et vers les prochaines années, c'est d'arriver à parler des visions qu'on a, d'entretenir des ambitions importantes, de les partager. Elles étaient manifestement évidentes il y a 25 ans, si je me fie à ce qui est présenté sur le site web du colloque, de se donner les moyens de détermination et peut-être surtout, si je reviens à Marie-Victorin puis à René Lévesque, d'ancrer ces réalités-là, les outils qu'on se donne dans la réalité, parce que la réalité, c'est quand même ce qui parle le plus et ce qui fait qu'on traverse le temps. Il faut aussi être visible dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Si on n'est pas visible, on est vulnérable. Donc, la réalité, ça permet aussi de faire exister tout ça. Moi, en tout cas, c'est ce qui me motive dans les projets auxquels je travaille aujourd'hui, à mettre en place un réseau pour le monde de l'édition qui relie les éditeurs, les librairies, les bibliothèques entre elles, qui permet d'établir des normes, d'établir les conditions par lesquelles les gens vont pouvoir venir ici s'inscrire dans cette réalité-là du monde du livre. Bien, c'est les motivations qui, moi, m'animent et que je pense qui sont communes à ce qu'on fait chacun de notre côté. Par conséquent, quand je revois la mission du risque, parce que j'ai eu l'occasion de tout redocumenter ça dans les derniers jours, développer et entretenir un réseau, répondre aux besoins des membres, faciliter et encourager la concertation et la collaboration entre les membres. Pour moi, c'est ce troisième-là qui me parle et qui correspond à un besoin très fort pour moi, de témoigner autour de vous de ce que ça donne de travailler dans cette forme de réseau-là. De soutenir le développement de la culture de réseau autour de vous, au-delà de la réalité du risque, puis de partager cette expertise-là. Il y a vraisemblablement plein d'autres domaines, plein d'autres secteurs du monde de l'enseignement, de l'éducation, de la recherche, qui pourraient bénéficier de l'expertise que vous avez développée depuis 25 ans. Alors, quelles seront les ambitions que vous allez avoir pour le risque? Je ne sais pas. À vous de voir. Je pense qu'il ne faut pas oublier de rattacher ces ambitions-là aussi à celles du Québec. Marie-Victorin l'a fait, René Lévesque l'a fait, Parizeau. N'hésitez pas à voir et à avoir l'ambition que le risque est une pièce qui construit un rouage de ce qu'on construit aujourd'hui.
Et donc, quand on dit, toujours sur le site du colloque, que l'avenir du risque s'annonce prometteur, en faisant référence, entre autres, aux besoins que ma fille me rappelle aussi. Moi, je lisais, puis elle était assise à côté de moi dans le salon. Puis je disais, ça a-tu du bon sens? Oui, bon, ça va bien. Le besoin d'accès et d'échange d'informations de la part des nouvelles générations d'étudiants partout, en tout temps, c'est sûr que ça, c'est une base, c'est un point de départ. Mais au-delà de ça, je vous soumets que peut-être qu'il faut élargir la proposition, puis ajouter à la recherche et l'éducation peut-être le domaine de la culture. Parce que pour moi, c'est des domaines qui sont de moins en moins étanches les uns aux autres. Ce qui se passe à la SAT, est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est culturel? Est-ce qu'il y a une part de recherche? Est-ce que les réseaux que vous avez déployés ne sont pas un moyen indispensable pour donner accès au Québec à des événements culturels qui autrement n'ont lieu qu'à Montréal et à Québec et qui sont de plus en plus difficiles à diffuser? Je vous soumets que le monde de la culture, au sens large, s'intègre de plus en plus dans le périmètre dans lequel vous êtes. Et que ce réseau-là, aujourd'hui, il faut peut-être le voir comme aussi nécessaire et aussi utile, potentiellement, que le réseau d'Hydro-Québec a été dans les années 60. Fait que pour avancer, il faut qu'on ait une vision collective forte d'où on s'en va. Je pense que vous pouvez avoir l'ambition de contribuer à ça. J'espère que vous l'avez. Moi, je veux bien contribuer. Il faut contribuer l'idée qu'on est tous interdépendants à l'ère des réseaux. Dans tous les secteurs de l'économie, on partage tous les mêmes technologies. Vous en êtes des experts. Puis il faut assumer cette ambition-là, puis aider à voir émerger le modèle d'organisation qui est associé. Si ça a été utile pour moi depuis 25 ans, pour mes collègues d'université pour qui aujourd'hui vos réalisations sont indispensables et sont un outil quotidien, si je peux imaginer aisément que ça va être le cas pour ma fille, je ne le sais pas pour la suite. C'est aujourd'hui que ça commence. Et là où le petit morceau du mur de Berlin est un témoin de 1989, je pense qu'il faut le voir aussi comme les cailloux du petit pousset, puis que chacun puisse ajouter un élément lui-même à cette marche-là qui nous amène vers le futur. Puis pour arriver à imaginer où on serait dans 25 autres années, j'ai fait appel à la magie des réseaux pour aller voir si je ne pouvais pas aller chercher un message de qu'est-ce qui pourrait être le message en 2039, 25 ans plus tard. Et la magie du réseau m'a permis de trouver sur une vieille clé USB un message. J'ai bien ri en retrouvant sur une vieille clé USB la présentation que mon père avait faite pour les 25 ans du risque. C'est bien lui, ça. Plein d'ambition, un peu rêveur. Mais ne le faut-il pas, et encore plus dans les périodes où il semble plus difficile de cultiver des grandes ambitions, comme c'était apparemment le cas en 2014? Qui aurait pu penser que 25 ans plus tard, j'aurais le privilège de présider les risques? Il a fallu relever bien des défis en 50 ans, mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui que ce n'est pas faux de dire que le risque deviendrait à sa façon aussi déterminant pour le développement de notre pays qu'Hydro-Québec. L'expertise du risque est indispensable pour notre contribution à la recherche scientifique, bien sûr, à l'éducation de notre jeunesse aussi, mais de plus en plus aussi au développement de notre territoire et au maintien de notre démocratie. Et nous pouvons nous enorgueillir de contribuer activement à la transformation de nombreuses organisations qui étaient devenues bureaucratiques en réseaux de collaboration dynamiques et efficaces. Même en 2039, maintenant que tous les rêves semblent enfin à nouveau possibles, il ne faut pas arrêter de pousser encore un peu plus loin nos ambitions sans cesser de viser à faire du risque le réseau d'une nouvelle génération. C'est comme ça que le risque est devenu, depuis 50 ans, un des piliers de nos aspirations collectives et c'est comme ça qu'on aura encore le plus de fun à l'être. Merci.